scale-up qui est en très forte croissance. Donc on n'a pas voulu arrêter tout ça, ni arrêter les recrutements, ni pour ne pas stopper cette croissance. Et puis je pense que on est passé à peu près de 200 personnes à 400 aujourd'hui pendant ces 1 an, avec en plus une population qui est très jeune chez Back Market, aussi bien dans l'entreprise en général que dans mon équipe, et en construction, puisqu'on est une société en croissance. Donc beaucoup de défis autour de l'organisation, la communication et du soutien. Mais clairement, l'idée c'était de se mobiliser et très fortement. D'accord. Florian, il me semble que vous avez eu un parcours un peu similaire. Bah oui, décidément, on se ressemble pas mal. On est passé aussi de 200 à 400 personnes dans la même période. Et en fait, on peut dire de manière assez simple, tout a doublé. C'est-à-dire que nos clients ont dépassé 3 milliards d'euros de volume d'affaires. On a doublé nos ventes, on a doublé la taille des équipes. Donc on a vu ce mouvement s'accélérer. Comme vous dites, on a été du côté privilégié avec cette accélération du e-commerce. Donc on s'est aussi posé la question, on a eu la chance de pouvoir contribuer aussi à l'effort de guerre, comme on l'appelait à l'époque, puisqu'on a pu lancer, en lien avec la DGE et Bercy, très très vite, au moment du premier confinement, une marketplace, stopcovid19.fr, qui était évidemment une initiative pro bono, qui a permis de contribuer à organiser le marché du gel hydroalcoolique, des masques, des équipements de protection. Et on a vu toute la puissance du modèle de marketplace, puisque justement, alors que certains de nos clients avaient leurs entrepôts, leurs magasins fermés, n'étaient pas en mesure de faire du e-commerce, dans la marketplace, ce sont les vendeurs qui assurent directement l'expédition, et donc ça donne une énorme résilience. Et on a vu à la fois nos clients en bénéficier, beaucoup d'entreprises se posaient la question, et puis en même temps, on était très fiers, et c'était très motivant pour les équipes, qui étaient aussi un petit peu sous le choc, comme tout le monde, de pouvoir contribuer à notre mesure à cet effort et à la résolution de cette crise. Très bien, merci. Simon, Benoît, je me tourne vers vous maintenant, qui pour le coup avez vécu une expérience un peu différente. Simon, tout à l'heure vous disiez donc chômage partiel mis en place assez rapidement. Qu'est-ce que vous avez pris comme autre mesure en ce début d'année 2020 ? Je pense que la première mesure, ça a été de couper l'ensemble des investissements en marketing et de communication. Quand il n'y a plus personne qui peut sortir de chez soi, évidemment, ça ne sert plus autant d'essayer de communiquer massivement pour les clients. En revanche, ce qu'on a vu assez rapidement, et c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'on a été impacté de plein fouet quand le confinement est arrivé. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était une chance inouïe pour la société, parce que la société était plus stratégique que jamais. Dans un monde où vous avez peur de prendre les transports en commun, dans un monde où le taxi fait peur, où le covoiturage, toutes les solutions où vous êtes en interaction avec d'autres personnes, et GetAround, c'est la seule solution qui vous permet à quelques dizaines de mètres de chez vous de rentrer dans une voiture, de rencontrer personne, d'ouvrir avec son téléphone, de partir et de revenir. Et donc stratégiquement, on a eu le sentiment très très vite qu'on allait être les gagnants à terme, qu'on allait avoir une période assez compliquée à gérer et qui effectivement aura duré à peu près 12 mois. Mais très très vite, même les actionnaires se sont rendus compte qu'on avait une valeur stratégique plus forte que jamais, ce qui a du coup beaucoup rassuré l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'était important aussi de leur raconter l'histoire, de leur dire voilà, il y a une période difficile, mais les jours futurs sont extrêmement prometteurs. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a communiqué fortement à tous les salariés pendant cette période, même s'ils étaient pour beaucoup en chômage partiel à ce moment-là. Et puis après, il y a une deuxième très bonne nouvelle qui est, et ça c'est venu assez vite, qui est que nous on est assez peu présents en aéroport, et en fait les gens étant beaucoup partis dans leur pays national pour les vacances d'été, on s'est retrouvé avec des records absolus de fréquentation l'été dernier. Et là aussi, ça a permis de renforcer la confiance. Donc, toute l'année a été à être entre savoir qu'on va être très fort à terme et quand même essayer de se protéger, faire attention, être prudent pendant les mois difficiles. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on a toujours aussi raisonné en valeur relative et regardé un peu comment étaient les concurrents. Et ceux qui étaient en grande difficulté, c'était aussi les loueurs traditionnels qui, eux, possèdent leur voiture, qui, eux, ont des agences, qui ont beaucoup plus de personnel. Nous, on a une société qui est quand même très agile, comme beaucoup de startups. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de ce qu'on appelle la scalabilité d'un modèle et l'agilité d'une startup. Donc voilà, j'ai l'impression que dans quelques semaines, quand on va sortir
de toutes ces périodes compliquées de confinement et de couvre-feu, on sera plus fort que jamais. Très bien. Et vous, Benoît, parce que vous avez aussi cette notion de frontière qui s'ouvre, qui se ferme dans une zone puis une autre. Oui, tout à fait. Ouais. Alors nous, juste pour revenir sur effectivement, assez vite, au mois de mars, on s'est dit on va avoir à peu près 6 mois d'activité très ralentie. Et on s'est dit, pendant ces 6 mois, autant les mettre à profit de projets un peu structurants. Et on a essayé d'avancer sur 3 grands sujets. Tout d'abord, on a rationalisé un petit peu les marchés qu'on avait ouverts. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait ouvert une dizaine de marchés en 3-4 ans grâce à des levées de fonds pour une somme totale de 100 millions d'euros. Donc on avait grossi très vite, on doublait de taille tous les 2 ans. Et ça a été une période, finalement, on a pu rationaliser un petit peu, savoir dans quel marché on avait vraiment envie de se concentrer. Deuxième point, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur la réorganisation de notre réseau de vendeurs. Donc en tant que marketplace, on a aussi beaucoup sourcé de nouveaux vendeurs ces dernières années. Ça nous a permis un peu de les remettre à plat et d'en sortir un certain nombre pour se concentrer vraiment sur les meilleurs. Et puis on a aussi travaillé beaucoup en termes d'organisation interne, de rationalisation aussi des équipes, pour avoir une organisation beaucoup plus efficace en sortie de crise. Très bien. Justement, Simon, tout à l'heure, vous commenciez à évoquer ces transformations, ces projets long terme. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes déjà venu un peu sur une partie des sujets, mais qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on arrête et à quel moment? Ce qu'on coupe, c'est tout ce qui a un effet très concrètement à court terme, effectivement, les grosses campagnes de com. Par contre, on se focalise beaucoup plus sur la transformation long terme de la société. Donc j'ai parlé de l'optimisation de l'ensemble des contrats et de la réorganisation d'équipes, mais il y a surtout les projets long terme pour nous, c'est de travailler de plus en plus avec les villes notamment pour essayer de récupérer des places de parking dans les grandes villes européennes. Donc on s'est beaucoup plus concentré sur des projets, donc de toute façon on est sur du temps long. Même chose pour tout ce qu'on fait avec les constructeurs automobiles, où là on est sur des calendriers qui sont de toute façon très longs. Donc tous ces sujets-là, on les a continués, on les a approfondis. L'idée, c'est que bientôt, toutes les voitures seront connectées automatiquement. Et donc, en un seul clic, vous pourrez connecter vos voitures sur la plateforme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où il faut installer des boîtiers dans chaque voiture. Donc voilà, on s'est vraiment concentré sur des projets transformants de long terme et pas uniquement sur la croissance du mois, qui était jusque-là, évidemment, le focus de la société, puisque beaucoup de startups regardent le taux de croissance. Je pense que c'était une année assez saine, finalement, qui a permis de reprendre quelques fondamentaux. Très bien. Et alors, côté Miracle, les transformations, projets long terme en 2020. Alors, effectivement, les 2 horizons à concilier en même temps, c'est-à-dire répondre à la très forte demande, la scalabilité de la plateforme, puisque historiquement, chaque année, par exemple, on se prépare à Black Friday, et là, c'était Black Friday tous les jours en termes de demande. Donc, on n'a eu évidemment pas de ralentissement, la plateforme est restée 100% disponible tout le temps, mais ça, c'est quand même beaucoup de travail au quotidien. Et puis en même temps, pareil, prendre le temps d'accélérer sur des projets stratégiques. Nous, Miracle Connect, qui est la marketplace des marketplaces, où on recrute nos propres vendeurs, qu'on propose ensuite à nos clients pour leur permettre d'aller encore plus vite. Et puis, un sujet majeur pour nous, qui est que le mouvement de la marketplace, on le voit, on vient tous du monde du B2C, mais on voit une accélération aussi avec le Covid radicale du côté de ce que nous, on appelle le B2B. Donc, par exemple, on accompagne Airbus, à la fois sur la partie hélicoptère ou sur la partie avion, pour des marketplaces de pièces détachées, qui permettent à un client, Air France par exemple, ou autre, ou à l'armée, de trouver l'ensemble des pièces qui aujourd'hui sont à trouver chez des centaines de fournisseurs différents. Donc là-dessus, on a renforcé nos compétences, on a aussi profité de la période pour trouver des profils stratégiques et renforcer ces équipes qui sont évidemment déjà des résultats en 2020 et 2021, mais surtout qui préparent 2022-2023. D'accord, donc gérer à la fois l'hypercroissance d'une situation en 2020 un peu particulière, plus une levée de fonds. Est-ce qu'on peut revenir sur cette levée de fonds historique pour Bien vous? sûr. Ça a été pour nous la concrétisation, après je dis, la période février-mars qui était particulière, une accélération très forte. La maturité digitale, le e-commerce en B2C, évidemment, incontournable, mais aussi ce que je venais d'évoquer, l'accélération très forte du côté B2B. Et donc, on a levé 300 millions de dollars, 270 millions d'euros, qui à l'époque était la plus grosse levée French Tech. Alors, je sais que ça bouge tout le temps, mais ça va nous permettre d'accélérer très fortement. On l'a fait, puisqu'on est aujourd'hui au Private Equity Day avec Permira. Et donc, on a changé de braquet. Je pense que c'est un exemple intéressant qui montre que en étant une scale-up basée en France, on peut attirer de très grands investisseurs internationaux avec un super fit en termes d'équipe. On voit aujourd'hui les fonds growth qui se structurent et qui prennent des participations minoritaires.
ce qui n'était pas le cas avant. Et nous, ça nous donne énormément de carburant. Et puis, on voit aussi le track record de grands fonds qui font des build-up. Par exemple, Permira qui avait accompagné la sortie de Magento, qui est une solution de e-commerce, de eBay, qui ensuite a été renforcée et cédée ensuite à Adobe avec un parcours magnifique. Donc nous, voilà, ça nous donne un nouvel horizon de croissance, ça nous permet de réfléchir à des acquisitions de compétences, de technologies qui vont être très intéressantes, et donc ça nous permet vraiment d'accélérer. D'accord. Justement, en 2020, et puis surtout vous avec un nouvel actionnaire, quel rôle l'actionnaire joue-t-il pour vous accompagner en une période un peu compliquée pour tout le monde ? Quelles ont été vos relations avec Permira, entre autres, et plus globalement avec les financiers ? Je pense on a vu quand même un mouvement de resserrement sur les thèmes d'investissement qui étaient positivement impactés par le Covid. Et puis on a aussi vu un mouvement où les acteurs se concentrent de plus en plus sur les leaders. Donc nous, on a pu en bénéficier. Et ensuite, ça permet, je le décrivais, d'accélérer à la fois en termes de moyens financiers, mais aussi d'accès à des compétences, d'accès à des réseaux. Et nous, c'est vraiment un sparring partnership au quotidien. Ce qui est important aussi, et ça on veut le souligner, le célébrer, c'est que tous nos investisseurs VC historiques, je pense notamment à Elaya qui nous accompagne en France depuis la série A, nous ont aussi accompagnés dans cette levée de fonds. Donc ça, pour nous, c'est un très beau signe d'engagement mutuel, et de voir que c'est des histoires qui se construisent, là je vous dis, ça fait bientôt l'anniversaire des 10 ans, vraiment dans la durée. Et vous, Pauline, vous avez également accueilli un nouvel actionnaire et pas des moindres. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change pour Back Market ? Ça change qu'on est dans la cour des grands, en fait. On accueille Goldman Sachs au capital. Ça nous projette dans toute cette vision, cette ambition de la société d'aller à l'international. On a effectivement du coup une relation de partenariat. Quand on a une question sur un sujet, il n'y a absolument pas de doute sur le fait qu'il y a quelque part quelqu'un chez Goldman Sachs qui a le bon contact qui pourra répondre à notre question. Donc effectivement, ça nous permet de quelque part croire en nos ambitions et commencer à les concrétiser. Et de la même manière que Miracle, même si c'est sur un temps un peu plus court, parce que Back Market a moins d'années d'existence, c'est aussi exceptionnel d'avoir les tout premiers VC historiques. Chez nous, c'est Daphne qui est là depuis le début, mais il y a aussi Aglaé Ventures et Euraseo qui, à chaque levée de fonds successive, continuent à accompagner la société. Je pense que c'est un message très très fort sur l'histoire qui se construit, la confiance, la qualité de la relation. Je pense que c'est important comme signal pour le marché, mais c'est également important aussi pour les équipes de se savoir soutenues et d'avoir cet accompagnement en fait, de qualité, sachant qu'on en a parlé tout à l'heure, cette période de crise, ça a été un beau crash test quand même, avec une intensité très très forte, et également une remise en cause à long terme du modèle. Nous, on a quand même eu des petits soucis d'approvisionnement, de rayons vides. Quand tout est bloqué partout, les portables ne peuvent pas apparaître magiquement réparés au domicile d'un client. Donc il faut, quelque part, ça nous a accéléré aussi dans notre réflexion long terme de manière plus résiliente. Voilà, ça nous a fait réfléchir à notre business model et aux vrais verrous qu'il faut qu'on lève pour atteindre notre ambition finale. Juste, Benoît, vous, côté investisseur et surtout financier, quel accompagnement vous avez pu recevoir ? Non, nous, on a été très bien accompagnés aussi par l'ensemble des investisseurs historiques, notamment Partech, Serena, BPI, Xange. Enfin, on avait la chance d'avoir des actionnaires qui nous suivaient depuis le début, qui connaissaient très bien la société. Un fonds américain aussi qui était rentré au capital en 2018. Mais ils ont vraiment joué le jeu dès le début, dès le mois de janvier. On a eu des discussions très saines avec eux pour voir comment le plan qui était prévu initialement en 2021 devait être adapté. Et du coup, on a intensifié les moments d'échange avec eux, c'est-à-dire qu'on se parlait au premier trimestre, on se parlait une fois par semaine pour s'adapter au mieux
Et puis voir au niveau financement aussi comment on pouvait mettre en place un bridge avec des obligations convertibles qui ont permis d'être assez serein sur l'année, enfin très serein même sur l'année 2020-2021, et aussi de rassurer les banques, puisqu'on a sollicité un PGE auprès des banques en France. On n'avait pas l'habitude en tant que société en hypercroissance et donc ne dégageant pas de profit de solliciter les banques, mais on a vu qu'elles avaient été très réactives. Et c'est vrai que d'avoir pu entretenir des très bonnes relations avec les banques dès les premières années d'Evaneos nous a vraiment permis de solliciter un PGE, de l'obtenir en quelques jours, ce qui était quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je crois que c'est quelque chose qui doit être souligné parce que les banques ont vraiment joué le jeu dans cette période-là aussi. Simon, je vois acquiescer. Oui. Alors nous, c'est un cas un peu particulier parce que donc, depuis presque 2 ans, on est détenu par une société américaine, donc Getaround, aux US. Donc historiquement, nous, on avait eu le même type de parcours. Donc Drivey avait été financé par la BPI, par Alven, par Idex Venture, par KT Capital, par VID, enfin voilà, des fonds connus sur la place française. Getaround, de son côté, est soutenu par des gros fonds américains. Le premier d'entre eux étant SoftBank, avec son fonds Global Vision, qui est sans doute le plus gros fonds technologique mondial. Donc il n'y avait pas tellement de sujets de refinancement pendant cette année. Néanmoins, pour la partie européenne et pour avoir une indépendance sur le territoire européen, on a sollicité aussi nos banques et effectivement, elles ont joué complètement le jeu. BNP Paribas notamment, pour ne pas la citer, qui a été super. Et effectivement, c'est pas évident quand on regarde des comptes de start-up de se projeter en se disant effectivement ça va rembourser le PGE, mais en l'occurrence, aujourd'hui, cette année, ça y est, on a atteint l'équilibre financier en Europe et on en est très, très heureux. Très bien. Pauline, tout à l'heure, vous évoquiez justement les clients où, quand on a des problèmes de stock, comment on fait pour leur expliquer qu'il n'y a plus de portables réparés en ce moment? C'est ça. Ou quand il n'y a plus de livraison possible, comment on fait respecter notre charte de qualité. C'est assez compliqué. En tant que marketplace, on a en fait des clients consommateurs comme vous et moi. Et puis, on a aussi nos marchands qu'il a fallu soutenir. On est dépendant de l'écosystème puisqu'on permet à nos marchands d'avoir de nouvelles capacités de vente grâce à notre plateforme. Pour autant, si eux-mêmes voient leur activité complètement arrêtée, ne peuvent plus se procurer de téléphone à réparer et ne peuvent plus les réparer, on est dépendant d'eux. Donc, il faut mettre en place des actions de soutien et on l'a fait. On a fait on a mis en place un certain nombre de services pour nos marchands. Je ne vais pas dire qu'on a limité le rôle d'une banque par certains côtés pour eux, mais en tout cas, il y a des problématiques autour de BFR que eux avaient et que nous n'avions pas grâce à notre levée de fonds. Donc on a pu trouver d'autres solutions pour que l'activité continue. Et puis je le disais avant aussi, vis-à-vis des clients, je pense qu'il y a eu une période de compréhension finalement assez générale, de bienveillance. Et il y a eu finalement un lien qui s'est renforcé avec la marque Back Market. Nous, j'avoue, on a été un petit peu opportunistes. Il n'y avait plus beaucoup d'annonceurs qui étaient présents et plus beaucoup de dépenses marketing. Donc ça nous a permis de faire des campagnes à des coûts assez intéressants, on va dire. Et ça a été plutôt bien perçu. On a renforcé ce lien, cette idée de la seconde main, cette idée du reconditionnement, de l'économie circulaire est quelque chose qui est bien rentré dans les esprits. Et puis aussi, dans certains pays, le côté très, très économique de la solution a attiré énormément de clients. Je vois aux États-Unis, on a eu un boom de nos ventes après la distribution de leurs aides directes aux ménages. C'était un boom tellement incroyable qu'on a cru à un moment avoir, comme on n'avait pas mis de campagne marketing en face spécifique, on a cru à une fraude massive pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'on ait compris que c'était simplement des gens qui cherchaient à s'équiper, parce qu'avec toutes ces périodes de confinement, il a fallu s'équiper aussi à la maison pour étudier, pour travailler. Bon, certains, on ne va pas le dire, mais pour jouer aussi. On a eu des consoles de jeux qui se sont bien vendues. Voilà. Benoît, vous êtes aussi en B2C. Comment on gère des clients qui voyagent, ne peuvent plus voyager? Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre politique de service client? Je pense que le plus important, c'est de savoir comprendre comment les gens voyageaient avant et comment ils voyageront après ce Covid. Forcément, ça va tous... Alors, ça génère une très grosse envie de voyager, parce que pendant un an et demi, sinon, on n'a pas la liberté de se déplacer ou de se déplacer très loin.
Donc je pense qu'il y a une très forte envie de revoyager dès que les frontières vont se rouvrir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire évoluer le produit pour qu'il soit encore plus adapté à la demande en sortie de crise. Donc ça sera des voyages forcément, au départ peut-être un peu moins loin, donc en France ou en Europe au départ, parce qu'on sait que c'est ces frontières-là qui vont rouvrir au début. Des voyages qui soient aussi beaucoup plus responsables, beaucoup plus proches de la réalité économique locale. Mais ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on fait chez Vanios depuis 10 ans, c'est de mettre en avant l'expertise locale, l'expertise de la destination, l'écosystème local. Donc voilà, il faudra être aussi très souple sur les conditions d'annulation, puisqu'on voit que les gens maintenant se décident, sont très prudents dans leurs actes d'achat. Ils ne veulent pas s'engager trop tôt, ils veulent pouvoir annuler avec un maximum de souplesse. Donc voilà, donc c'est des gros enjeux business ça derrière, parce que ça nécessite de bien aligner l'ensemble des conditions avec les partenaires. Vous parliez enjeu business, il me semble que Florian, chez vous, ça vous parle, l'enjeu business avec vos clients? Tout à fait. Alors, nos clients, ce sont des opérateurs de marketplace. Donc, pour eux, pendant la période de Covid, le sujet qui a toujours été important en termes de e-commerce est devenu absolument stratégique. J'évoquais tout à l'heure des acteurs dont les magasins ont été fermés, évidemment, ou même le e-commerce, puisque, par exemple, certains entrepôts ont été impactés par des cas de Covid ou du e-commerce qui était fait à partir des magasins qui étaient fermés. Donc pour ces acteurs-là, la marketplace a été une manière extrêmement puissante de garder le lien avec le client. Parce qu'on sait que si un client part chez un autre acteur, c'est ensuite beaucoup de travail, même s'il y a moins d'annonceurs à un moment T, pour les récupérer. Donc le sujet est devenu très stratégique, ça nous a aidé à accélérer. Et puis nous, on a aussi dû, puisqu'on a plus de 150 personnes qui accompagnent nos clients au quotidien, qui sont en fait des consultants, des experts, des équipes qui, par exemple, recrutent pour le compte de nos clients des marchands, eh bien, d'aménager la manière dont on a fonctionné en full remote, pareil, avec une période ou des projets d'ailleurs d'implémentation, qui sont des projets rapides, mais quand même qui nécessitent pas mal de coordination. Donc on a beaucoup investi sur devenir encore plus agile et apprendre à fonctionner en collaboratif, en remote, qui a été aussi quelque chose qui, je pense, va rester pour la suite. Justement, donc on a parlé clients, mais vous gérez donc non seulement des relations humaines avec des clients à distance, mais concrètement en interne, les ressources humaines. Je pense qu'on est tous concernés, notre vie professionnelle a été complètement chamboulée. Comment on fait pour garder plusieurs centaines de personnes motivées dans une start-up, les recrutements, accueillir les nouveaux? Pauline, je vois. Alors moi, oui, c'est là où le côté ressources humaines, on se rappelle qu'il y a humain dedans. Ça a été un défi en plus pour tout le monde, je pense, à la fois personnel, à la fois comme manager, comme manager. Moi, j'étais en plus chez Back Market dans une équipe relativement jeune, en construction pour la partie finance légale. Voilà, encore une fois, c'était une période de défi. C'est des choses qui demandent beaucoup d'accompagnement. On a eu ce problème de l'isolement qui s'est posé assez vite. Comment intensifier la communication sans avoir cette espèce d'overdose de Zoom à la fin de la journée. J'ai eu des moments assez forts. J'étais hyper heureuse d'accueillir une responsable juridique, parce que c'est quelqu'un qui allait pouvoir m'aider et qui m'avait quand même beaucoup manqué avant de l'avoir. Sauf que accueillir quelqu'un en avril 2020, c'était quand même loin d'être évident. Et même s'il y a la partie technique avec l'IT qui arrive à faire livrer un PC chez la personne à son domicile, il reste toute une phase humaine d'onboarding, comme on dit dans notre jargon de start-up, qui doit être réinventée. Et d'ailleurs, de la même façon, certains grands moments de solitude, quand on se retrouve sur nos outils habituels de présentation. Moi, je me rappelle faire des présentations onboarding à peut-être 30 ou 40 personnes par Zoom. Ces 40 personnes qui n'ont pas forcément des super connexions Internet, donc on n'a pas la vidéo, ça coupe le son pour éviter que tout le monde parle ensemble. Et on se retrouve à donner des slides sur un sujet qui n'est peut-être pas forcément le plus sexy au départ, parce que direction finance et légale, c'est pas forcément le truc le plus sympa, et beaucoup de difficultés à créer du lien et à passer comme ça des éléments. Et je pense de manière générale pour l'entreprise, Back Market, il y a beaucoup de choses qui se faisaient dans la vie réelle. On a cherché à les réinventer
en transformant un petit peu nos événements. Mais c'est pas forcément, c'est pas la même chose. Faut se réinventer. En plus, moi j'ai eu beaucoup de cas de voilà le confinement, ça a été quoi pour certaines personnes dans mon équipe. Ça a été il y a eu un peu tout. Je me fais plaquer par ma copine et je me retrouve seule du jour au lendemain. Mais il y a aussi je devais me marier et en fait je ne peux pas. Donc ça c'est des situations de santé des équipes qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'en plus, nos sociétés, elles sont très tech, mais la tech, c'est de l'humain, c'est des gens. Donc c'était vraiment le facteur clé, je dirais. Si je peux rajouter une petite note, on avait eu un sondage à un moment qui avait été diffusé dans les équipes de Back Market qui nous disait de quoi avez-vous besoin. Et donc je pense que c'était plus l'idée de est-ce que vous avez besoin de tables, de chaises, de bureaux, de lampes, ce qu'on a fait d'ailleurs pour Back Market. Bon, sachant que pour les ordinateurs, il y avait un fournisseur qui était assez évident pour nous. Et moi, personnellement, j'avais plutôt répondu que ce dont j'avais besoin, c'était de patience, de bienveillance et de compréhension. Et j'ai bien aimé aussi une autre réponse qui était moi j'aimerais bien un rouleau de scotch. Alors on s'est demandé pourquoi la personne a demandé un rouleau de scotch. Elle a dit oui pour pouvoir scotcher la bouche de la personne qui est à côté de moi dans ce qui est devenu mon open space et que je ne supporte pas. Voilà, donc c'est des situations, c'est de l'humain. On rame régulièrement parce qu'on a du mal nous-mêmes dans notre vie et il faut en plus aider tous les managers qui sont autour. Et vous, Florian, vous avez fait un sondage aussi chez Miracle? Alors, on a fait beaucoup de sondages, non, mais parce que quand on n'a plus le contact quotidien, et pareil, en ayant plus de 200 personnes qui sont arrivées pendant la période de lockdown, on a ce risque de moins arriver à partager les valeurs, la culture, de garder la cohésion. Donc on a beaucoup investi, alors dans des process, dans de l'onboarding, mais aussi dans du temps. En fait, on a parlé tout à l'heure de communication. Par exemple, nos moments de partage avec toute la société, qui sont mensuels typiquement, on est passé à hebdomadaire. Ce qui voulait dire aussi, et avec toujours effectivement des présentations, expliquer ce qui allait bien, rassurer aussi tout le monde, mais davantage d'échanges. Et c'est vrai que d'échanger à 400, c'est pas pareil que d'échanger à 50 ou à 200. Donc on a dû aussi trouver et expérimenter des formats plus petits, plus conviviaux. Je pense qu'on a progressé. Il y a quand même un appétit de retrouver du présentiel. Et notamment, on a 100 personnes maintenant aux États-Unis. Là, pour le coup, c'est fermé complètement depuis mars dernier. Donc, on a des gens qui maintenant ont passé un an ou dans la société ou presque sans avoir de rencontres réelles. Et puis, par contraste, et ça, c'est l'avantage aussi d'être dans les jeunes champions du numérique européen, d'être ancrés en France. On n'a pas eu la même rigidité qu'ont eu, par exemple, des filiales d'entreprises américaines qui, en France, ont appliqué cette même politique où personne n'est retourné au bureau depuis mars. On a, dans le respect évidemment des consignes gouvernementales, des protocoles et des gestes barrières, utilisé les moments de souplesse comme on a eu cet été pour ramener les gens qui le souhaitaient sur la base du volontariat et leur permettre d'échanger. On a même eu une brève fenêtre qui semble loin où on a pu faire venir des gens de toute l'Europe pour, à nouveau, dans un cadre extrêmement normé, échanger, se rencontrer, passer du temps ensemble. Et donc ça, le fait d'être des acteurs locaux, ça nous a aussi donné un avantage compétitif par rapport à des entreprises américaines qui souvent appliquaient des protocoles inventés en Californie qui n'étaient pas tout à fait adaptés à la réalité du terrain. Benoît, je vous voyais opinion du chef quand on parlait de communication. Alors vous, effectivement, tous les deux, Benoît et Simon, c'est pas exactement la même situation. Plutôt garder une motivation pour des équipes chez elles. Oui, tout à fait. Exactement comme Florian disait chez Miracle, je pense qu'on a amplifié clairement les moments de communication collectif. Alors nous, c'était tous les 15 jours, on est passé à toutes les semaines, mais on a vraiment et on a élargi un peu le slot horaire pour donner beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passait en interne. Effectivement, quand l'entreprise, le secteur du voyage traverse une telle tempête, il a fallu vraiment rassurer, expliquer les choix qu'on faisait de manière beaucoup plus pédagogique que ce qu'on faisait jusqu'ici. Donc on a fait preuve d'énormément de transparence. Je pense que ce qui nous permet, un an après le début de cette crise, de finalement avoir très peu de gens qui sont partis, qui ont démissionné de la société. Les gens sont vraiment restés impliqués, ont gardé l'énergie qu'ils avaient jusqu'ici. Et ça a été un vrai challenge interne, mais on est assez fiers du résultat un an après. Et voilà, donc un gros esprit collectif à conserver. Je pense qu'il y a un challenge pour toutes les sociétés depuis un an.
Et particulièrement pour nous, Scale-up, puisqu'on est habitué à avoir des échanges très forts, un esprit communautaire très fort, un attachement. Voilà, les gens rejoignent les Scale-up, pas leur dynamisme, leur croissance, pour ces raisons-là, mais aussi pour l'esprit un peu unique qui existe et qu'il a fallu faire exister dans ce contexte-là. Et vous, Simon, comment on garde un esprit start-up, scale-up? Je rejoins beaucoup ce qui a été dit. Évidemment, on a renforcé la communication, on a essayé de mettre tout en œuvre pour convaincre les gens et leur dire effectivement le futur est brillant chez nous, n'allez pas chez Miracle ou Back Market parce que ça rebondit, c'est juste une question de quelques semaines. Donc au-delà de cette période particulière, je pense qu'il faut surtout maintenant se projeter dans l'après. À quoi va ressembler le retour au bureau après. Donc là, il y en a des grands débats pour savoir si effectivement on a envie d'une société qui est une entreprise qui est quasi full télétravail ou au contraire, est-ce qu'on exige des jours de présence. On a beaucoup de gens qui nous sollicitent pour pouvoir aller vivre en province et donc qui veulent du télétravail complet. Donc ça va être ça la grande difficulté, parce qu'après on s'engage sur plusieurs années. Là, tout le monde sait qu'on est dans une période un petit peu transitoire. On a eu la chance, nous, on est encore complètement indépendant de façon opérationnelle, donc on n'a pas eu la malchance d'autres filiales européennes de sociétés américaines, donc on a pu garder les bureaux ouverts. Et on a effectivement géré ça comme on le voulait, en suivant aussi ce qu'attendaient les salariés. Et au-delà des salariés, je voulais juste faire un petit point sur... Il n'y a pas que les salariés pour une place de marché. C'est-à-dire que nous, la place de marché, effectivement, pendant une période de ralentissement, on touche moins de commissions, mais finalement, on a des salariés qu'on peut mettre en partie au chômage partiel, mais après, il n'y a pas tellement de coûts. Ceux qui souffrent vraiment, ce sont ceux qui fournissent le service, qui, eux, n'ont plus du tout d'activité. Donc nous, en l'occurrence, on a essayé de traiter aussi nos partenaires, donc les gens qui ont leur voiture, qui n'avaient plus aucun business, et on a essayé de passer aussi beaucoup de temps en communication avec ces gens-là pour leur expliquer que oui, il y a une baisse de trafic, voilà ce que vous pourriez faire, voilà comment vous pourriez adapter le prix. Enfin, cette attention aux salariés, on a essayé aussi de l'apporter pour nos partenaires qui, eux, souffrent beaucoup. Ouais, Ivan Nevos, ça vous parle, ça? Vous travaillez avec les partenaires? Oui, nous, on a près de 2000 agences locales aux 4 coins du monde, donc dans 150 destinations, avec des réalités locales très différentes. Mais effectivement, on a intensifié aussi des webinars pour être vraiment proche d'elles. Effectivement, elles n'ont pas de business, donc il a fallu qu'elles adaptent aussi leur structure de coûts, leurs règles opérationnelles. Donc, on a été très proche, on a vraiment renforcé la communication auprès de nos meilleurs partenaires, meilleurs vendeurs, parce qu'il faut être très solidaire dans ce contexte-là. Vous parliez, Simon, justement de ce qui se passera après. Alors, sans vous demander exactement ce qui va se passer dans les prochaines semaines, puisqu'on attend encore les discours hebdomadaires, comment on prépare la possible réouverture et qu'est-ce que 2021 vous réserve? Nous, ça change effectivement en fonction des annonces gouvernementales, le degré de confiance. Ça y est, là, je crois qu'on a basculé depuis 15 jours dans une confiance absolue. Donc tout le monde est à 100%, tout le monde sent l'été arriver et donc on est plutôt en confiance. J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait pas de confinement en région parisienne, qui est une grosse partie de notre marché, en tout cas pour les jours qui viennent. Donc là, on est plutôt dans une phase à se dire, ça y est, on est à fond, on est reparti et l'été sera beau et on commence à se projeter effectivement sur l'organisation à la rentrée. Donc on a toutes ces discussions autour de l'organisation du travail post-Covid. Très bien. Et Benoît, chez Evaneos? Oui, alors nous on se prépare aussi à un deuxième trimestre qui sera probablement meilleur que celui de l'année dernière, on l'espère. Je pense que le rythme de vaccination, alors même s'il est un peu plus lent en Europe continentale que dans d'autres zones du monde, mais il avance et sur le deuxième trimestre, clairement, on aura une grande partie des Européens qui seront vaccinés, enfin en tout cas ceux en âge de voyager. Donc voilà, on se prépare aussi à cette reprise assez forte qui sera probablement assez européenne au départ. Et puis je pense les autres régions du monde ensuite, plutôt à partir de septembre. Mais déjà, si on peut voyager en Europe cet été, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont en profiter, qui ont vraiment une envie de passer au-delà de la frontière et de voir de nouveaux paysages. Donc on s'attend à cette reprise qui sera assez forte dans les prochains mois.
Pauline, vous justement, passer les frontières, ça vous a beaucoup aidé, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. Alors avant les frontières, s'il y a des salariés qui veulent changer un petit peu de vie, de leur vie parisienne, ils peuvent venir à Bordeaux, parce qu'on a des bureaux à Bordeaux aussi. Mais c'est vrai qu'on en a aussi à Berlin, on en a à New York, et on a quelques salariés disséminés un petit peu partout en Europe, et on vient d'ouvrir notre premier pays en Asie, qui est le Japon, il y a quelques jours, la semaine dernière. Et c'est effectivement ça qu'on va continuer en 2021, c'est cette internationalisation de Back Market qui est vertigineuse. On a un rythme d'ouverture de pays qui est impressionnant. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une énorme chance parce que ça permettait justement de jouer sur plusieurs tableaux. Il y a des contraintes qui sont parfois très très fortes dans un pays et de l'autre côté de la frontière, on peut encore travailler, on peut encore faire des choses. Donc nous, ça nous permet de toujours essayer de tirer parti de ce qui est encore ouvert pour essayer de faire profiter de notre service le plus de gens possible. Alors après, du côté finance et juridique, c'est une multiplication des problématiques. Il y a beaucoup de contraintes sur le juridique, il y a beaucoup de contraintes sur le paiement aussi. Mais je pense que ça nous a montré que ça apportait beaucoup de, je ne sais pas si on peut dire de résilience pour l'entreprise, mais en tout cas, ça permet de structurer une croissance de manière assez sereine finalement. Et chez Back Market, on ne va pas lâcher cette ambition qui est toujours chevillée au corps des fondateurs et qu'ils ont transmis ça à l'ensemble des salariés, même si on est très nombreux. Et effectivement, 2021, ça va être la poursuite de cette internalisation avec un focus sur l'Asie, qui est une zone d'avenir pour Back Market. Et on va aussi continuer à travailler pour proposer plus de services aux marchands, pour pouvoir les accompagner au mieux et pour qu'eux-mêmes puissent profiter de cette internationalisation de Back Market comme de nouvelles opportunités pour eux, pour trouver des nouveaux clients, trouver des nouvelles sources d'approvisionnement, avoir plus d'opportunités grâce à nous. Parce qu'effectivement, on est dans un écosystème, donc il faut qu'on puisse grandir dans cet écosystème et faire grandir aussi l'écosystème nous permettra de réaliser nos ambitions. Très bien. En parlant d'ambition, chez Miracle 2021 ? Alors, si je devais résumer, rien ne change, mais tout accélère. Miracle est bâti depuis 10 ans sur la vision que le digital, et notamment les marketplaces, sont le fer de lance des business models, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant de voir aujourd'hui qu'on a 4 marketplaces, 2 qui ont été secoués parce que c'est la verticale qui a été la plus secouée, mais qui sont résilientes, qui sont là aujourd'hui, et 2 qui sont dans le commerce, qui lui a été boosté. Mais il y a un point commun, qui est que ce modèle-là, il est là pour demeurer et il va continuer à accélérer. Et donc nous, dans cette perspective, on va aussi continuer à accélérer. C'est le but de la levée de fonds avec Permira. En Europe, aux États-Unis, en Asie également. On va ouvrir un hub à Singapour. Accélérer également en Australie, qui est un marché très porteur pour nous. Donc on voit que la French Tech s'exporte bien. Aujourd'hui, 80% de notre chiffre d'affaires est déjà à l'export. Continuer à recruter. On va passer de 400 à 600 et quelques. Donc continuer à attirer les talents, mais aussi les onboarder, les former, continuer à pousser la technologie et à contribuer à l'écosystème digital français et européen. Très bien. Et chez Gatorand et Evaneos, donc à partir d'une perspective plus optimiste à partir de septembre, si j'ai bien compris, est-ce que des recrutements sont en vue ou pour l'instant on reste encore un peu prudent ? De notre côté, ça y est, on a commencé à recruter à nouveau. Et donc, fin 2020, on a commencé à avoir des nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc, on a eu 7 mois sans aucun recrutement et ça y est, c'est reparti. Très bien. Benoît ? Nous, on reste assez prudent là-dessus pour l'instant. Je pense qu'on va attendre la reprise de septembre pour relancer les recrutements. Mais on sait très bien qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, on peut aller vers des volumes, retrouver les volumes de 2019 dès 2022. C'est l'ambition qu'on a. On avait atteint plus de 200 millions d'euros de volume d'affaires. On pense qu'on peut retrouver ce volume dès l'année prochaine avec l'équipe qu'on a aujourd'hui et puis poursuivre ensuite la croissance, retrouver le chemin de la croissance qu'on avait et l'ambition qu'on avait et qu'on a toujours gardé, même à travers cette crise qui est longue. Très bien. Il nous reste quelques minutes et on n'a pas reçu de questions à ma connaissance, mais j'en ai encore quelques-unes pour vous. Si vous deviez tirer une leçon de cette crise, cette année 2020, ces fermetures ou disons, donner des conseils à d'autres confrères, entrepreneurs, start-up.
Pauline, vous me parliez du rôle du CFO. Oui, alors moi, je n'aurais pas la prétention de donner des conseils, mais ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, le job du directeur financier, ça a toujours été de suivre les risques, d'avoir un œil sur le cash, de faire attention à la relation client, de quelque part toujours prévoir le pire pour pouvoir anticiper le meilleur. Et finalement, ce rôle-là, il a été pas tant renforcé par la crise, mais mis en lumière. C'est-à-dire que ce qu'on faisait peut-être parfois un peu dans l'ombre, et ce qui nous stressait dans notre rôle et dans notre quotidien, est devenu tout d'un coup le sujet de quasiment toute l'entreprise. Et donc, pour moi, la leçon à en tirer, c'est que le CFO, il doit rester sur ses fondamentaux, il est au service du business. Et ça a été plus mis en lumière par la crise, mais finalement, c'est peut-être le côté positif de la chose, c'est que le rôle du CFO a été quelque part reconnu et mis en valeur par cette crise. Très bien, donc cash is king, tout le monde a compris. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de cette première conférence de la matinée.